Trouver du positif dans le négatif, faire bouger les lignes, dire les choses, sont devenus le leitmotiv de ce diplômé de Sciences Po, diplômé de l'ESSEC, qui a créé avec Xavier Montmarché à Sciences Po l'enseignement Être entrepreneur aujourd'hui. Il est conférencier professionnel, co-auteur du livre Entreprendre avec sa différence. Il est parmi nous aujourd'hui pour nous démontrer que si seul on va plus vite, ensemble on va plus haut. Je vous demande d'accueillir comme il le mérite Jérôme Adam. Alors, Jérôme, à 14 ans, tu foulais la pelouse du Stade de l'Aune en tant que capitaine de l'équipe, avec des rêves plein la tête. Est-ce que c'est finalement la démonstration que la vie, elle est quand même étonnante? C'est quoi la grande leçon de ta vie? J'ai longtemps eu le sentiment d'avoir connu plusieurs vies. Et aujourd'hui, je vis avec cette idée que j'ai une vie. J'ai réussi à recoller les morceaux. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Parfois, au lieu de décider, on subit. On subit les choix que d'autres font pour nous. Moi, j'ai eu la chance de choisir mes études et de créer mes entreprises. Mon frère, lui, il a voulu perpétuer une tradition locale très forte, reprendre l'exploitation viticole familiale. Mais en avait-il vraiment envie? Quelles influences nos choix ont-ils sur nos vies? Ça, c'est une question qui est pour moi cruciale. Prendre sa vie en main, ça a toujours été ton leitmotiv? Alors, j'ai pas toujours eu conscience de prendre ma vie en main. Quand j'ai eu ma tumeur au cerveau et que j'ai perdu la vue, plusieurs personnes m'ont dit tu n'as pas choisi ce qui t'arrive. Alors que ton frère, lui, avec l'addiction aux drogues, il l'a choisi. Et ce parallèle entre nos deux vies, ça m'a longtemps marqué et même agacé. Tout le monde connaît cette expression, quand on veut, on peut. J'aime bien dans cette idée le fait de valoriser l'effort, le travail, le mérite. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais je trouve néanmoins que c'est un peu simpliste. Et c'est pour ça que je préfère dire, si on n'essaye pas, on est certain de ne pas y arriver. Tu aimes faire bouger les lignes, tu aimes dire les choses, c'est nécessaire dans la vie de tous les jours, mais est-ce que c'est vrai aussi dans l'entreprise? Est-ce qu'on peut tout dire, tout faire dans l'entreprise? Je suis convaincu d'une chose, c'est que si on n'exprime pas son ressenti, il n'y a aucune chance que notre ressenti soit pris en compte, et puis il n'y a aucune chance que la situation évolue. Donc c'est pour ça que moi je suis un grand adepte de s'exprimer et dire les choses, même maladroitement, parce qu'au moins quand on dit les choses, on a une chance de se corriger, et avec l'autre, de corriger et de trouver les bons mots. Récemment, l'actualité a été tragique. Si on prend la préfecture de police à Paris avec cet attentat, on remarque qu'on avait des collègues qui avaient noté certains signes, mais qui n'osaient pas en parler, qui n'osaient pas le dire. Et qui n'osaient pas le dire parce que leurs collègues avaient un handicap, notamment. Et puis aussi parce que c'est tabou de parler de la radicalisation. Mais voilà, ça c'est encore une illustration parfaite pour moi qu'il faut savoir dire les choses. Après, bien sûr, il y a des moments pour dire les choses. Quand on est avec ses collègues, il y en a un à qui on a une remarque particulière à lui faire, où on sent que ça ne va pas lui faire plaisir. Bon, ben, on évite d'être dans une salle de réunion et de le dire devant tous les autres. Ne serait-ce que pour une question de crédibilité et après de confiance que les autres vont nous accorder. On va commencer par parler d'esprit d'équipe, de complémentarité. Il y a justement une aventure que tu as vécue qui est extraordinaire. C'est l'ascension du Ventoux en tandem avec Guillaume en 2015. Alors effectivement, avec Guillaume, mon associé, on a créé J'en crois pas mes yeux. Qui n'est pas un grand sportif, Guillaume. Je pense que s'il était là, il serait pas très content. Mais si, Guillaume, justement, c'est un grand fan de vélo et il adore le vélo. Il a fait plusieurs ascensions, mais il a un rêve de gosse en tant que cycliste, c'est de faire l'ascension du Mont Ventoux. Simplement, j'ai découvert ça, le Mont Ventoux, c'est le Graal pour les cyclistes. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et il n'avait jamais osé se lancer. Et l'idée qu'il a, c'est de me proposer de faire l'ascension avec lui. Comme ça, il lève son blocage et il va réussir à se lancer dans cette aventure grâce à notre collaboration. Pour ma part, moi, le vélo, je n'y connais absolument rien. Comme tu l'as dit, mon truc, c'est le Stade de Reims. Et je me dis, tiens, ben, ça, c'est quelque chose de sympa. Sans Guillaume, j'aurais jamais pensé à faire ça. Et je vis ça comme une opportunité. Un peu comme un chef d'équipe, un manager, qui dans son entreprise est à l'écoute des idées de ses collaborateurs et se dit tiens, celle-là, elle est pas mal, on va essayer de faire quelque chose ensemble. C'est vraiment comme ça que j'ai vécu le truc, moi.
Donc vous êtes justement dans cette dimension tandem. Comment on partage les responsabilités? Guillaume, lui, forcément, il va avoir cette partie plus technique en raison de son expertise. Donc il va gérer les entraînements, il va gérer la préparation du vélo. Et moi, je vais endosser une casquette plus commerciale, donc aller chercher les partenaires. Parce que cette aventure, on l'a vraiment vécue et développée de façon professionnelle. On est allé chercher des partenaires comme Garmin, aussi la Française des Jeux, des sponsors. Parce qu'un film documentaire a été fait de cette aventure. Et tout de suite, ça a augmenté le budget. Donc il fallait chercher des financements aussi pour financer ce film. Et ça, le partage des responsabilités, quand c'est pas bien défini dans une équipe, eh ben, on court à la catastrophe parce qu'on va se marcher dessus, on va s'engueuler et ça va pas fonctionner. Tout est prévu, il y a le rationnel, etc. Et puis il y a un peu l'irrationnel, il y a l'émotionnel. Et l'émotionnel, il joue aussi un rôle. Allez, on lâche pas, Jérôme. Mon père était présent donc avec Christine, ma belle-mère. Allez, moi ça lève pas vite, on va le temps. Allez, tu vas. Et donc quand il a couru à côté de nous et qu'il a dit hey, Jérôme, tu lâches pas, pense à notre famille, sachant que ma mère et mon frère sont décédés, ma mère ça fera 10 ans là bientôt, et mon frère quelques années. Donc forcément, je pense que l'effort aidant, ce sont des paroles qui sont super fortes. Ah le con, il m'a arraché des larmes. Ce que j'adore dans ce passage, c'est que chacun exprime son émotion. Voilà, mon père, il l'exprime avec ses mots et ses encouragements, j'ai bien compris. Et moi, j'ai une émotion très forte, non seulement parce que j'ai déjà plus de la moitié de l'ascension dans les jambes, mais en plus parce que ça reste des moments forts de notre vie. Donc l'émotion est présente. Et ce qui est intéressant pour nous, je pense tous, à ce moment-là, c'est qu'on peut se dire, voilà, j'ai une émotion, qu'est-ce que j'en fais ? Et je suis pas dans le déni, je suis pas en train de me dire merde, j'ai des larmes qui arrivent, pour qui vais-je passer, etc. Je laisse venir et monter ces larmes, je les laisse sortir. Et puis je le dis même dans le film d'ailleurs, je dis ah le con il m'a arraché des larmes. Voilà, je le tourne un peu à l'humour. Donc quand on a des émotions, moi je pense que c'est important de les laisser venir, de les accepter, d'essayer de mettre des mots dessus, de les identifier, la tristesse, la joie, la peur, etc. Et de comprendre d'où elles proviennent. Bon, dans le cas présent, c'est très facile à comprendre. Mais c'est comme ça qu'on gère ses émotions et que finalement, on ne se laisse pas submerger au sens où l'émotion prend le pas sur tout et on n'arrive à plus rien faire. Ça ne m'empêche pas de continuer à pédaler, par exemple, pour être très précis. Là. Vous l'avez mis en combien de temps finalement, en tout? Oh, on n'est pas des champions du chrono, hein. On a mis 2h30 pour faire l'ascension. C'est pas mal, mais voilà, il y en a qui font en 2 heures. Bon, bref. C'était pas le sujet pour nous. Nous, notre mesurable, notre métrix, pour parler aux entreprises, c'était ne pas poser le pied au sol. Je ressens une immense différence entre le discours théorique qu'on a pu avoir en amont et la réalité de ce que l'on a vécu. La théorie de notre aventure à deux, c'était vraiment on va se compléter vachement et quand il y en a un qui ira moins bien, il y a l'autre qui prendra le relais, etc. Ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est qu'une ascension en tandem, c'est super dur. C'est beaucoup plus dur que tout seul sur un vélo. C'est un effort de dingue. On a l'impression d'avoir un truc extrêmement lourd à emmener. En revanche, quelque chose que j'avais pas perçu, c'est le côté à deux, on est vachement fort, quoi. Avec Jérôme, moi j'ai été plus fort. Et c'est très déstabilisant parce que depuis le début de cette aventure, le pilier sportif, c'était moi. Mais j'ai ressenti une faiblesse chez moi que je n'aurais pas pu imaginer. Et donc, Jérôme a été plus un moteur que ce que je ne l'imaginais. Et moi qui me voyais comme le moteur de l'histoire, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Donc, j'ai vraiment la sensation physique que c'est beaucoup plus dur, mais qu'à deux, on est fort.
travailler nos complémentarités, c'est aussi un autre moyen de ne pas subir. Chacun a des richesses, chacun a des qualités à apporter à un projet, à une vie. Donc, comprendre ce qui est l'atout de chacun, comprendre ce qui fait la force de chacun, pour moi, c'est capital et c'est même quelque part un jeu, un défi. Et j'aime bien ainsi créer une équipe et essayer de composer avec le talent de chacun. Dans ma première boîte, donc on était une vingtaine de collaborateurs, un tiers de l'effectif était autodidacte et ils avaient des complexes face à nos ingénieurs. Ils étaient vraiment hyper complexés. Et j'avais du mal à comprendre ça parce qu'ils avaient un rôle capital dans l'entreprise. C'était eux qui étaient en interface avec le client. Et l'un de mes meilleurs souvenirs d'entrepreneur, c'est un jour quand avec un de ces autodidactes, nous avons gagné un appel d'offres. Il a fait la réponse à cet appel d'offres. Il a fait l'audit des sites web du ministère. Et un jour, le cabinet de la ministre des Affaires sociales de l'époque nous a appelés en disant « Il faut que vous veniez présenter votre travail, la réponse à l'appel d'offres, parce que c'est super. » Et donc je me suis tourné vers cet autodidacte et je lui ai dit « C'est génial, on va aller présenter au cabinet de la ministre ton travail. » Il m'a dit « Jamais de la vie, moi je parle pas à ces gens-là, je suis incapable, etc. » Et je lui ai dit « Mais bien sûr que si, tu vas y aller. On va y aller ensemble, je vais pas te laisser y aller tout seul. Et puis on va travailler le truc, on va le préparer, on va passer du temps. » Et nous y sommes allés. Et lui, ça s'est super bien passé, bien sûr. Et il est sorti de ce rendez-vous chez le ministère, avec tout le cabinet de la ministre, hyper fier, hyper content. Et ça, pour moi, c'est une énorme satisfaction d'entrepreneur, c'est-à-dire d'avoir détecté ce potentiel et d'avoir aidé la personne à en prendre conscience et de l'exprimer jusqu'à cette phase de présentation. La question va être un petit peu plus personnelle. Est-ce que l'homme que tu es aujourd'hui trouverait plus facilement des réponses à ton frère, à ce qu'il vivait, à ce qu'il a vécu? Alors aujourd'hui, que l'on le veuille ou non, tous nos enfants, tous nos petits-enfants vont être confrontés au sujet des drogues. Je dis bien des drogues. Et l'idée, c'est de savoir comment mieux protéger nos proches. Alors, par rapport à Cédric, en fait, moi, ce que j'ai compris sur le tard, c'est en fait toutes les angoisses qui pouvaient l'animer. Quand il est tombé dans l'addiction, parce qu'on peut consommer des drogues sans jamais tomber dans l'addiction, quand il est tombé dans l'addiction, moi je l'ai considéré comme quelqu'un de malade. Mais je ne savais pas ce que je mettais derrière ce mot de malade. Et mon frère, quand je le voyais déconner, je lui disais, il me disait « Ah, tu fais chier, je peux rien te cacher ». Mais en fait, il y a quand même quelque chose que je n'avais pas du tout compris. Et il a fallu que notre mère décède, que je me retrouve vraiment comme son confident privilégié pour le comprendre. C'est à quel point il était angoissé. Et à quel point toute décision, tout projet, tout était difficile. Ça pouvait prendre des proportions, mais incroyables. C'était vraiment quelqu'un d'angoissé. Et donc, inviter à essayer de comprendre la personne, vraiment ce qui l'anime, et surtout ne pas être dans le jugement, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, autre chose, ce sont des situations difficiles. Et on se sent impuissant, on se sent démuni. Donc, accepter cette impuissance, c'est une chose, et travailler sur sa présence, être avec l'autre, être à son écoute, ça c'est très important. Et finalement, il me l'a écrit 1 an avant de mourir, être présent, l'écouter, ça l'a vachement aidé. Et c'est très très fort, même si pour des tempéraments comme le mien, plutôt câblé action, on veut trouver des solutions et on n'y arrive pas, et bien finalement être présent, donner de l'amour, être à l'écoute, c'est hyper important. Et il y a des professionnels dont c'est le métier d'aider les personnes addictes. Un grand merci Jérôme.